Bon, bonjour à vous. Bonjour à vous. On va peut-être même commencer avec quelques minutes d'avance, ça nous laissera un petit peu plus de place pour le débat. Donc, il s'agit de la seconde conférence organisée par la section PCF de l'université Paris-Saclay. La première, c'était juste la précédente avec Valérie Masson-Delmotte. Celle-ci, c'est celle avec François Parcy. Et nous en aurons une troisième dimanche à 11h avec Cédric Villani sur la science à l'heure du Trumpisme. Alors on peut se demander pourquoi une section universitaire du Parti communiste organise ce type de débat. La première fonction d'une section d'un parti politique, enfin le nôtre, sur Paris-Saclay, c'est plutôt d'essayer d'aider à la mobilisation des personnels et de faire que l'université devrait être, ce qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui, un lieu d'élaboration des savoirs les plus larges, y compris ceux qu'on n'obtient pas grâce à des essais qui portent leurs fruits immédiatement, et aussi un lieu de partage des savoirs. Et aujourd'hui, l'université est en situation de ne pas permettre à l'ensemble des étudiants qu'ils pourraient de conduire leurs études avec succès. Et ça, c'est un gros manque pour, pas uniquement l'université, mais pour l'ensemble de la société qu'on va construire ensemble. Donc, ça, c'est les choses qu'on propage, je dirais, enfin qu'on cherche à propager à l'intérieur des personnels. Transformer cette université et donner des arguments aux universitaires pour qu'ils se sentent, qu'ils ressentent cette nécessité en argumentant. Mais en même temps, la seconde mission qu'on se fixe en tant que section universitaire, c'est de faire en sorte que la science, les résultats scientifiques, les difficultés, les échecs, les succès, soient connus de l'ensemble de la population. Il y a Diderot qui disait en 1750 ou à peu près dans ce temps-là, il est urgent de rendre la philosophie populaire. Eh bien aujourd'hui, nous pensons qu'il avait raison. Si on veut former des citoyens éclairés, il faut qu'ils aient des connaissances en philosophie. Mais aujourd'hui, si on veut former des citoyens éclairés, il faut qu'ils aient des connaissances sur ce qu'est la science et comment elle fonctionne et comment ces résultats peuvent être discutés. Et pour ça, il faut qu'il y ait un débat éclairé sur le sujet. Donc c'est pour ça que nous organisons aujourd'hui ce rendez-vous avec les trois conférenciers que j'ai donnés, dont aujourd'hui François Parcy. Alors, bon. Je pense que c'est lui que vous applaudissez à l'avance. Bon. Alors, François Parcy, bon, il est directeur de recherche, il est spécialiste en biologie et en génétique moléculaire. Il vient quand même aujourd'hui de Grenoble pour nous exposer sa réflexion sur le sujet des plantes. Il fait donc partie de ces scientifiques qui ne veulent pas vivre dans une tour d'ivoire, parce que c'est le cas, il faut bien reconnaître, de certains scientifiques. Ils ne vont donc pas vivre dans une tour d'ivoire et, j'allais dire, vous allez voir, il a non seulement le plaisir de partager son savoir, de le faire connaître, mais en même temps d'échanger avec le public. Donc, vraiment, je le remercie beaucoup pour sa présence maintenant. J'en parle tout de suite, il a rédigé un livre qui s'appelle « Les clés du chant », qui est en vente juste à la sortie là-bas, qui approfondit le sujet qu'il va aborder aujourd'hui de façon très détaillée et qui est en vente à la sortie pour la somme très modique de 18 €. Bon. Au fond, pourquoi il faut s'intéresser aux plantes et surtout aux plantes de demain? Ceux qui ont suivi l'exposé de Valérie Delmotte voient bien qu'il y a une urgence qui n'est pas toujours perçue. Valérie Masson-Delmotte a insisté sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique. Si on laisse les énergies fossiles continuer à se déployer, si on ne fait pas d'efforts pour une électrification de masse,
eh bien, la température va continuer à croître. Et le CO2, une fois qu'il est créé, il ne se sauve pas, l'animal. Mais, donc, limiter le réchauffement climatique. Mais on voit dès aujourd'hui que même si on le limite, il y a dès maintenant un besoin d'adapter notre mode de vie, notre mode de production au réchauffement qui a déjà eu lieu. Tout le monde a entendu parler des inondations dans les Pyrénées-Orientales, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il y a urgence à jouer ce rôle de, j'allais dire, pas tant limiter les dégâts, mais prendre en compte les dégâts déjà présents pour adapter, pour que ces dégâts soient moins importants. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, donc quand j'ai dit ça, on pourrait se dire, eh bien, ok, il y a urgence, donc on va parler tout de suite des plantes de demain. Si vous voulez bien, en accord avec François Parcy, on va procéder différemment. On va d'abord se mettre d'accord, vu que notre public, le public que vous êtes est varié, a des connaissances variées, on va se mettre d'accord sur quelques définitions de base. Certains d'entre vous, pour vous, ça sera des banalités. Vous direz, pourquoi il nous parle de ça? Ça, on le sait déjà. Mais je pense, nous, on souhaite que tout le public puisse suivre. Et que lorsqu'il y a quelques mots-clés qui sont prononcés, vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc, dans ce premier temps, je vais demander à François de nous donner des définitions simples de quelques termes. Je te les cite, si tu veux bien. Chromosome, gène, génome, variété, espèce, mutation. Bon, ceux qui sont déjà dans le sujet, pour vous, c'est des mots bateaux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu peux donc nous donner, sans rentrer dans les détails, une définition synthétique de chacune de ces notions? Merci. Alors, merci de l'introduction. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Je vais tenter de remplir la mission que m'a donnée François. Donc, tous les organismes vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, ils se reproduisent et en se reproduisant, ils lèguent à leur descendance une partie de leurs caractéristiques. Un pétunia ne va pas donner des graines de dahlia, et une grenouille ne va pas donner des graines de chien, des embryons de chien. Et donc il y a une transmission, et cette transmission, elle se fait par un bagage génétique qui consiste en des chromosomes. C'est-à-dire quand deux êtres vivants se reproduisent, les deux parents, le père, la mère, transmettent la moitié de leurs chromosomes, et ça va donner leur descendance. Et en transmettant les chromosomes, ils vont transmettre une partie de leurs caractéristiques. Alors bien sûr, je citais, une espèce va donner un être humain de la même espèce, mais il y a des caractéristiques un peu plus fines qui sont par exemple le pelage, la couleur des fleurs ou la taille d'un fruit. Et donc ça, c'est porté par les chromosomes. Et donc chromosome, ADN ou génome, c'est presque la même chose. C'est le bagage qu'on transmet à sa descendance à partir des gamètes. Donc si on est une plante, c'est le bagage qu'on va mettre dans le pollen, dans l'ovule, et au moment de la fécondation, on va récupérer un être vivant. Ce bagage génétique, il n'est pas le même chez tous les êtres vivants, même au sein d'une même espèce. Nous, on fait tous partie de l'espèce humaine. Donc on est une même espèce, ça veut dire que les êtres de cette espèce peuvent se reproduire entre eux, mais je ne suis pas le clone de François. Bon, j'ai le même nom, mais le même prénom, mais je ne suis pas son clone. Et ça, c'est parce que globalement, on partage un ADN très similaire, mais pas identique. Et donc au sein de chaque population, au sein de chaque espèce, il y a des petites différences dans le bagage, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas des clones de pétunia, ou des clones d'humains, ou des clones de souris. Et donc ces différences, on les appelle comme on veut, on peut les appeler des variations, des allèles, des mutations. C'est simplement que l'ADN porté par les chromosomes de chaque être vivant, même au sein d'une même espèce, n'est pas exactement identique. Alors, si au sein de l'espèce, il y a eu des divergences, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont évolué séparément des autres, ça peut conduire à un peu de différence qui est marquée, qui est fixée, et ça, c'est ce qu'on appelle des variétés. Vous allez avoir des variétés de pommes de terre, des variétés de cheval. Alors chez les animaux, des fois on dit la race. Chez les humains, on n'emploie pas vraiment de mots parce que c'est trop connoté. Mais clairement, il y a des groupes humains qui ont des caractéristiques qui sont différentes d'autres groupes humains. Et ça, c'est parce qu'ils portent des différences au niveau de leurs chromosomes qu'on peut appeler mutations. D'où elles viennent ces mutations? Ces mutations, elles sont parfaitement naturelles. Elles peuvent être dues au rayonnement naturel, du soleil, des rayons gamma, etc.
elles peuvent être dues au fait que quand l'être vivant fabrique ses gamètes, eh bien, il y a des petites erreurs. Quand il reproduit son ADN, il n'y arrive pas très bien, il y a des petites erreurs. Et en fait, cette variation sous forme de mutation, c'est la richesse. C'est-à-dire que si le premier être vivant, il avait une machinerie parfaite, qu'il était étanche aux rayons, il aurait été tout seul sur Terre, sans aucune adaptabilité, et il aurait sans doute disparu. En fait, si la vie originelle s'est transformée en une multitude de formes de vie qu'on connaît aujourd'hui, les virus, les bactéries, les champignons, les humains, les plantes, c'est précisément grâce aux mutations. Et donc les mutations, c'est la source même de la diversité de la vie, et c'est la source de l'adaptabilité. Et je vais finir par ça. Lorsque les conditions environnementales, par exemple, changent, eh bien, ça donne un avantage à une sous-partie de la population. Il va y avoir des variétés un peu plus adaptées à un climat plus sec. Et donc, en fait, l'évolution, elle a joué comme ça, en donnant un avantage sélectif à une sous-partie de la population, qui fait que la sélection naturelle a joué. Et on a vu, par exemple, dans le désert, des plantes avec un métabolisme qui est adapté au désert. Elles ont une photosynthèse particulière, alors que dans des régions tropicales, il va y avoir d'autres mécanismes, par exemple. Et donc, c'est parce que l'évolution a joué sur toutes les mutations dans la population que ça a conduit à la création de nouvelles variétés et également de nouvelles espèces, et à enrichir la plupart des niches écologiques du monde de matières vivantes. Merci. Alors, ça veut dire, si je t'ai bien suivi, qu'au fond, ce mot mutation qui nous fait un petit peu peur, ça correspond au fonctionnement normal de la vie et de la reproduction. Et pourquoi, à ton avis, ce mot mutation fait-il peur ? Le mot mutation, il est très connoté parce qu'à l'origine, et quand on étudie la génétique, par exemple à l'école, on parle souvent de maladies génétiques causées par des mutations. Ensuite, dans l'imaginaire, au cinéma et tout ça, les mutants, c'est rarement connoté positivement. Les mutants, c'est des êtres souvent anormaux avec des super pouvoirs néfastes, etc. Donc, c'est vrai que dans l'imaginaire populaire, la mutation, ça peut donner des maladies, ça peut donner le cancer, etc. Et donc, c'est connoté négativement. Mais en réalité, comme je l'ai dit, c'est la source à la fois de la diversité et de la possibilité de s'adapter au changement. Et donc, moi, je vois la mutation comme une immense richesse et non pas comme quelque chose de négatif. Bien sûr, il y a des mutations qui ont un effet néfaste. Dans la nature, elles sont éliminées. Quand elles apparaissent chez les humains, ça peut donner des maladies génétiques. Et bien sûr, toute mutation n'est pas bonne. La plupart, d'ailleurs, elles vont être éliminées parce qu'elles ont un effet négatif. Mais elles sont, voilà, c'est le double tranchant, positif et négatif. Merci. Alors, une autre façon d'aborder notre sujet. Enfin, une première façon, ça pourrait être de dire l'urgence, c'est de pouvoir créer des plantes de demain capables de s'adapter à un début de changement climatique. Ça, c'est quand même une urgence, ça. Mais je pense que si on veut comprendre, pas tant cette urgence, mais la façon de mettre en œuvre des plantes de demain, il faut qu'on comprenne mieux le passé. L'avenir, il se construit sur le passé, et donc il faut qu'on comprenne mieux comment il y a eu cette évolution depuis, j'allais presque dire, le début de la vie vivante sur Terre, et donc comment on est passé des plantes d'hier aux plantes d'aujourd'hui. Mais quand j'ai dit ça, je vois que tu étais déjà sur le point de démarrer, je pense qu'avant de parler des plantes, j'ai envie qu'on parle finalement des animaux. Vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses finalement. Si les animaux, si on les comprend sur les animaux, on va aussi les comprendre sur les plantes. Tu vas développer, je pense, tout à l'heure, parce que c'est un de tes sujets de prédilection, le fait que le maïs, c'est jamais qu'un caniche végétal. Bon, je trouve cette formule très parlante, mais pour comprendre ça, il faut comprendre un peu comment il y a eu évolution dans les espèces animales. Est-ce que tu peux intervenir sur ce sujet, s'il te plaît ? Alors là, il y a un terme clé que je dois effectivement prononcer, c'est le terme domestication. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire de l'agriculture, donc il y a à peu près 10 000 ans, ça a consisté à adapter les êtres vivants, végétaux et animaux, aux besoins humains. Et ça, c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps. En vérité, le tout début de la domestication, c'est la domestication des chiens. Donc c'est à l'origine des loups qui ont donné tous les chiens qu'on a aujourd'hui sur Terre. Et quand on dit tous, c'est le bulldog, le chihuahua, le caniche, le chien patou, etc. Donc
une diversité gigantesque à partir une seule et unique espèce qui était l'espèce des loups. Adapté aux besoins humains, ça veut dire que on a sélectionné, on a appliqué une pression de sélection qui n'est pas la pression de sélection naturelle, c'est pas celle qui s'exerce dans la nature, c'est celle qui s'exerce sous la pression humaine pour aller sélectionner des caractères qui ne sont pas nécessairement bénéfiques dans la nature. Par exemple, on a sélectionné des chiens dociles, qui mordent moins, qui attaquent moins les autres animaux qu'ils rencontrent. On a sélectionné des chiens qui sont capables de vivre avec plein d'autres êtres vivants, avec des vaches, avec des poules, avec des humains. Des chiens aussi qui ne sont plus capables d'aller chercher leur propre nourriture dans la nature. Donc ils sont de ce point de vue-là affaiblis. Les animaux domestiques, en règle générale, ils ont des cerveaux plus petits que l'équivalent sauvage, parce qu'en fait, il y a des tas de choses qu'ils n'ont plus besoin de faire. Hein. On leur enlève les prédateurs, on leur donne de la nourriture, on leur donne à boire, etc. Donc ça, c'est l'aspect domestication. Par ailleurs, on peut même pousser un peu plus loin. On peut faire des chiens qui vont être des chiens d'aveugles, des chiens qui vont rechercher les victimes d'avalanches ou des chiens qui vont garder les moutons. Ça, évidemment, vous vous en doutez, hein, le loup, il n'y a pas de loup d'aveugle, il n'y a pas de loup gardien de moutons. Hein, c'est plutôt le contraire. Donc, les êtres humains ont comme ça imposé une pression de sélection qui est souvent complètement différente de celle de la nature, qui est parfois même à l'opposé de la nature, qui a permis de sélectionner des êtres vivants qui l'arrangent bien, qui lui servent. Et ça, alors c'est spectaculaire pour tout ce qui est animaux. J'ai mentionné le loup vers les chiens, mais on pourrait mentionner les chevaux, les vaches, etc. Voilà. Mais ça s'est fait de façon extrêmement forte pour les plantes. Et tout ce que vous mangez aujourd'hui, alors pour ceux qui mangent des salades de pissenlit, ils vont peut-être me dire non, moi je mange des plantes sauvages, mais la quasi-totalité de ce que vous consommez comme nourriture végétale, ce sont des plantes qui ne sont pas des plantes naturelles, qu'on ne trouve pas dans la nature, mais par contre qui possèdent un ancêtre dans la nature. Et la grande chance, c'est qu'en fait le processus de domestication, il a été très rapide. C'est 10 000 ans. Les plantes, elles sont sur Terre depuis 350 millions d'années. Et donc quand on cherche les ancêtres, des fois il y a des fossiles mal conservés, on ne les trouve pas, mais la domestication, ça a modifié les plantes très fortement sur une durée courte, et les ancêtres sont là. Des fois, ils sont tellement différents qu'on a du mal à les reconnaître. Et on va peut-être parler du cas du maïs. On va parler du cas du maïs. Donc j'aimerais bien que tu passes un tout petit peu de temps pour nous expliquer, sans rentrer toutefois dans les détails, théocinthe et maïs, qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qu'ils ont de commun? Alors le maïs, bon, vous connaissez tous le maïs, hein. Il y en a, en arrivant ici, il y avait des champs de maïs, une tige unique, 2-3 épis, avec des centaines de graines, toutes nues, jaunes et nues. Voilà. Et au-dessus, il y a un plumeau, c'est les fleurs mâles, je le dis pour les spécialistes. Mais les fleurs femelles, c'est celles qui vont donner les épis. Ça, c'est une plante qui n'existait pas du tout dans la nature. Son ancêtre naturel s'appelle la théocinthe, il ne pousse qu'au Mexique. Et c'est une plante qui, à l'origine, ressemble tellement peu au maïs que pendant des dizaines et des dizaines d'années, les gens se sont demandé d'où vient le maïs. Et en fait, la théocinthe, c'est une plante qui a énormément de tiges. Donc elle a 40-50 tiges, des tiges beaucoup plus petites. Elle a des épis qui possèdent entre 7 et 10 graines. Et ces graines sont enfermées dans une coque très solide. Donc ce sont des petites graines enfermées dans une coque. Et cette coque, les différentes coques se détachent les unes des autres lorsque l'épi est mûr. Et donc vous voyez que par rapport au maïs, c'est très très différent parce que les graines sont enfermées, elles vont tomber au sol quand elles sont mûres, elles vont être disséminées, les animaux ils vont manger ces graines, ils vont les déféquer ailleurs, et au bout de quelques années, la coque va se dégrader et elles vont se mettre à germer 5 ans, 10 ans après. Ouais. Voilà. Et des kilomètres plus loin. Et ça, dans la nature, c'est important de se disséminer, c'est important de ne pas être mangeable directement par un animal, etc. Mais nous, humains, on n'avait pas envie de casser, comme faisaient les précolombiens, hein, de casser chaque graine individuelle pour en sortir la graine ou de les passer à la chaleur. Et donc, il y a un processus qui s'est fait essentiellement chez les populations précolombiennes, qui a consisté à sélectionner des variants, à chaque fois un peu différents, dont la coquille était de plus en plus petite jusqu'à être absente, avec des grains qui restent collés à l'épi, qui sont non pas 7 mais 300, et avec une plante qui a une tige unique, parce qu'elle est facile à semer à haute densité, elle est facile à récolter. Et donc ça, vraiment l'exemple du maïs, hein, c'est un exemple que je compare souvent à l'exemple des loups, parce que c'est très difficile de se dire quand même, là, ce petit chihuahua, vraiment, il vient du loup.
Eh bien, quand on voit un maïs, on a du mal à se dire « Oh là là, quand même, il vient de la théocynthe, il est tellement différent. » Et en réalité, il y a la même vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, le maïs, c'est pas du tout une plante adaptée à la nature, hein. Si vous relâchez un caniche dans la nature, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous en doutez, hein, mettez des caniches dans les forêts de Sibérie. Ouais, ils vont pas durer beaucoup de générations, ils vont se faire dévorer, et puis voilà. Et le maïs, c'est pareil, on voit pas le maïs envahir les forêts, etc. Parce qu'il n'a aucun avantage dans la nature. Les grains sont tous collés ensemble, ils vont tomber au même endroit, ils vont se faire dévorer par les champignons, par les bactéries, par les souris, par les oiseaux. Et donc en fait, c'est une plante que nous, on trouve extraordinaire du point de vue de nos besoins, mais qui est un caniche végétal dans la mesure où il n'est pas du tout adapté au milieu naturel. C'est un être vivant qui n'est là que parce qu'on a créé le cadre douillet du champ, qui est l'équivalent du salon de nos grands-mères pour les caniches, quoi. T'es dur avec nos grands-mères. Bon, alors, je pense que là, vraiment, l'analogie est très parlante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors, tu dis que les humains ont sélectionné parmi les épis de maïs ceux qui déjà commençaient à présenter des caractères positifs pour l'humain. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ces mutations, tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu peux revenir sur le fait que les mutations qui ont eu lieu au sein des différentes plantes de théocynthe, d'où viennent-elles ces mutations? Là, il n'y a pas d'intervention humaine. Hein. Au départ, il n'y en a pas. Au départ, il n'y a aucune intervention humaine. Comme je vous l'ai dit, il y a les rayons du soleil, il y a la machinerie qui fait des bêtises, qui fait des petites erreurs. Et ça crée de la diversité. Quand on est un paysan inca, si on voit une coquille qui est non pas complètement fermée, mais entrouverte, on y voit tout de suite un avantage. Et donc, on va récupérer ces grains-là et se rendre compte, de façon pas forcément volontaire, qu'après, on va avoir des plantes entières où tous les épis vont avoir des graines entrouvertes. Et puis après, un champ entier. Et ensuite, ce maïs-là, il va aller de village en village, il va se disséminer. Et puis un beau jour, on en aura un autre qui n'aura pas seulement, qui aura pas des tiges très multiples, quelque chose de très buissonnant, mais qui aura une tige, ou deux tiges, ou trois tiges. Et donc, en fait, sur des centaines d'années, les gens, petit à petit, ont sélectionné des mutations naturelles qui leur ont permis d'avoir des plantes de plus en plus intéressantes. Les mutations étaient naturelles, mais le contexte de la sélection n'était déjà pas naturel, parce que c'est un contexte où on a multiplié à l'extrême une plante, et donc on avait des champs de maïs qui n'existaient pas avant l'agriculture, et c'est dans le contexte de ces champs artificiels qu'on a sélectionné de nouvelles mutations et de nouvelles mutations. Et aujourd'hui, vous savez, il y a les progrès de tout ce qui est la génomique, c'est-à-dire la connaissance très fine des génomes. On arrive même à séquencer des génomes de maïs anciens sur des restes archéologiques, comme on le fait pour des humains. Et aujourd'hui, on commence à reconstruire cette histoire. On va bientôt pouvoir dire, voilà, les premières mutations sélectionnées par les Incas dans telle région, ça a été celle-là, les suivantes, ça a été celle-là. On va pouvoir reconstruire l'histoire. Mais pendant 10 000 ans, les gens, ils ont fait ça les yeux bandés. Ils ne savaient pas qu'ils sélectionnaient des mutations, ils n'avaient aucune idée de génétique. Ils sélectionnaient une plante qui avait des caractéristiques qui les intéressaient, et ils se rendaient compte de façon fortuite que ces caractéristiques étaient transmises à la descendance. Donc ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'en fait cette sélection, elle conduisait à un génome de plantes qui était différent du génome ancestral. Et donc là, je vais déjà sur le terrain, ils avaient une plante qui était génétiquement modifiée par rapport à celle d'avant. Mais pas modifiée par eux, modifiée par la nature et sélectionnée par eux. Donc ce que tu dis là, si je t'ai bien compris, c'est qu'en fait toutes les plantes qui vivent aujourd'hui sont dans la quasi-totalité des OGM. Les plantes cultivées, bien sûr. Alors, tout ce qu'on consomme sont des plantes qui sont génétiquement différentes de celles du passé. Alors là, il faut que je rebondisse. OGM, c'est un terme important. Est-ce que ce sont pour autant des OGM? Non. OGM, ça correspond à une plante. Donc OGM, organisme génétiquement modifié. Ça correspond à une plante qui a été modifiée volontairement par l'humain. Ça, c'est OGM. Et alors, si tu me permets, il y en a plusieurs types. Je voudrais juste les détailler un tout petit peu. Non, mais c'est même nécessaire. OGM, celle dont vous avez le plus entendu parler, j'en suis certain, c'est en fait des plantes transgéniques. Ce sont des plantes dans lesquelles on a introduit un ADN étranger. Et les deux grandes catégories qui sont cultivées massivement, ce sont des OGM qui résistent aux herbicides, le glyphosate, pour ne pas le nommer,
et des plantes qui résistent naturellement aux insectes en produisant, alors non, pas naturellement, qui résistent aux insectes en produisant leur propre insecticide. Donc ça, c'est les plantes transgéniques. On a pris de l'ADN étranger qui vient d'un bacille ou qui vient de je ne sais pas où, on l'a mis dans la plante. Ça, c'est clair, ce sont des OGM. On a utilisé la biologie moléculaire, on a transformé ces plantes par la transgénèse. Ce sont des OGM sans aucun doute. Donc on a introduit des gènes étrangers à la plante. On a introduit des gènes étrangers. Mais quand on a parlé de domestication, on n'a pas vraiment listé toutes les avancées de l'agriculture. Et en fait, entre la domestication, les yeux bandés et les OGM, il y a toute une historique. Il y a eu des tas d'étapes qui ont été franchies. Les gens se sont rendus compte, par exemple, que s'ils prenaient 2 plantes qui avaient poussé dans des endroits très différents, je vais caricaturer mes 2 agrumes. Les agrumes que vous mangez, zéro naturel. Hein. Les agrumes à l'origine, c'est les doigts de Bouddha, des choses comme ça. Ils ont mis en contact des agrumes, ils ont croisé des espèces ou des variétés différentes. Et là, comme ils avaient des plantes qui avaient évolué séparément, ils ont mis ensemble des génomes très différents. C'est comme faire des millions de mutations. Et ils ont eu des agrumes, les mandarines, les pamplemousses, les pomelos, etc., qui étaient beaucoup plus intéressantes. Donc en fait, au début, c'était mettre en commun, par exemple, du riz asiatique et du riz africain. Ils ne s'étaient pas vus depuis des millions d'années. On les croisait. Et d'un coup, on avait des riz beaucoup plus vigoureux qui étaient intéressants pour l'agriculteur. La clémentine, par exemple, comment tu la situes ? Alors, je ne la situe pas parce que alors, je peux vous montrer un schéma de l'évolution des agrumes. J'avoue que je n'y comprends rien, quoi. C'est des croisements dans tous les sens. C'est des plantes qui n'avaient aucune chance d'exister. Mais aujourd'hui, je suis bien content de manger des oranges douces, etc. Donc, la première étape, au lieu d'attendre que les mutations se produisent, une étape, ça a été de croiser ensemble des plantes qui avaient accumulé séparément des mutations pendant des centaines de millions d'années, des centaines de milliers d'années, voilà, ou 1 million d'années, on les mettait ensemble et ça faisait comme si on avait introduit plein de mutations parce qu'il y avait des combinaisons qui n'existaient pas par ailleurs. Ça, c'est la première étape. Croisement de variétés, croisement même d'espèces. Parce qu'on peut forcer les croisements d'espèces et récupérer des embryons. Donc, on peut créer des hybrides interspécifiques. Ça existe. Entre espèces interspécifiques, voilà. Entre espèces différentes. Entre espèces différentes. D'accord. Bon, il ne faut pas que ce soit trop éloigné. Après, dans les années 30, il y a des gens qui se sont rendus compte que si au lieu d'attendre que les mutations arrivent, on prenait des agents mutagènes. Par exemple, on prend des graines, on les expose à des rayons gamma. Ça va introduire plein de mutations. Et ça va changer les caractéristiques de la plante. Et ça, je dois le dire, parce que j'en suis fier, même si j'y suis pour rien. La personne qui a été clé dans ce travail-là, c'est l'arrière-grand-tante de ma femme, qui est une chercheuse allemande, qui s'appelle Amy Stein, qui aurait mérité de loin le prix Nobel, et il a été attribué 6 ans après à un homme, Müller. Mais Amy Stein, elle avait découvert que si vous appliquiez des radiations sur les gueules de loup, eh bien, dans la génération d'après, vous aviez des caractères différents, la couleur des pétales, la forme des fleurs était différente, et que ça se propageait. Et donc elle avait découvert qu'en fait une radiation provoquait des mutations héritables. Et bien ça a été exploité en agriculture tout de suite. Ça a consisté à mutagéniser. Et là, je ne pourrais pas donner de chiffres parce qu'on ne tient pas de registre pour ça. Il y a un registre où il y a 3600 plantes que vous consommez qui ont été mutagénisées, mais en vérité, il y en a bien plus. Et donc les gens se sont dit, alors au lieu d'attendre que le soleil fasse son œuvre, je vais mutagéniser très largement, je vais sélectionner des caractères intéressants, un fruit plus gros, un fruit plus sucré, une graine qui reste mieux attachée à son épi. Et donc ça, on a fait ce qu'on appelle la mutagénèse. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a quelque temps, on a dit, est-ce que les plantes mutagénisées sont des OGM ou non ? Est-ce que ce sont des organismes génétiquement modifiés par les humains ? La réponse, c'est oui, hein. Oui, ce ne sont pas des plantes naturelles, ce sont des organismes qui ont existé parce que les humains ont introduit des mutations et ensuite ont sélectionné. Et ça, ceux-là, on les consomme depuis à peu près les années 50. On a quand même 70 ans de recul. Et donc, à l'Europe, ils ont dit, oui, on est d'accord, ce sont des OGM, mais on ne va pas les réguler comme les plantes transgéniques parce qu'il n'y a aucune évidence qu'il y a un danger. On fait ça depuis longtemps, ça ne pose pas de problème. Donc, les plantes mutagénisées sont des OGM non régulés. Vous en mangez tous les jours, je peux vous dire, il y a du tournesol avec un contenu en huile meilleur pour la santé, il y a des pommes de terre qui font des meilleures frites, etc. Il y a des tas. Donc ça, ce sont les OGM non régulés. Et je vous ai parlé, les plantes transgéniques, ça, ce sont les OGM régulés. J'espère que ce n'était pas trop long. Alors, quand tu dis régulé, tu peux préciser par qui et par quoi il fait la régulation ? Alors, oui, bien sûr. Bien sûr. De façon brève. Très rapide, régulé, ça veut dire interdite à la culture dans l'Union européenne
sauf un tout petit peu une variété de maïs en Espagne et au Portugal, mais sur des surfaces très faibles. Et donc, on n'a pas le droit de les cultiver, on n'a pas le droit d'en mettre sur le marché en Europe. On en importe massivement, hein. Le soja, il est quasiment tout transgénique. On nourrit nos animaux avec du soja venu d'Amérique du Sud, qui est quasiment entièrement transgénique. Mais nous, en Europe, on n'a pas le droit d'en cultiver. D'accord. Alors, les deux plantes transgéniques les plus connues, enfin, c'est soit les BT pour les insecticides, soit tout ce qui est lié aux herbicides. Et ceux-là, ils ont mauvaise presse. Et je pense que cette mauvaise presse est justifiée. Mais est-ce que tu peux, même avant de dire si elle est justifiée ou pas, est-ce que tu peux expliciter le pourquoi de ce rejet, de ce type de mutagénèse? Alors, là, il ne s'agit pas de mutagénèse, il s'agit de transgénèse. D'accord, donc on a introduit. Autant pour moi, Ah. transgénèse. Ouais. J'ai dit ça pour voir si tu suivais bien ce que je racontais. Bon. Vous auriez dû le corriger. Transgénèse. Alors, ces plantes-là, ce sont les premières plantes transgéniques, en gros, qui ont été commercialisées. Ce sont des plantes qui sont assez simples à faire, qui ne nécessitaient pas beaucoup de connaissances. Il suffisait d'avoir un gène de résistance à un herbicide, en gros un gène qui détoxifie un herbicide, on le met dans une plante, on fait pousser le champ de soja, les mauvaises herbes poussent, on arrose de glyphosate, tout meurt, sauf les sojas. Ça, c'est résistance aux herbicides. Ça a conduit à faire quoi? Ça a conduit à épandre toujours le même herbicide sur le même champ. Est-ce que l'herbicide est toxique ou non? Vous avez suivi les débats, quoi. Le glyphosate, on a entendu tout et son contraire. Les dernières études, elles sont quand même pas très encourageantes. Est-ce qu'on est obligé comme ça de manger des choses qui ont vu épandu sur le champ à de multiples reprises toujours le même herbicide? C'était simple à faire, c'est simple à cultiver. Je ne suis pas certain que c'était la meilleure idée. La meilleure idée pour le consommateur et la meilleure idée pour faire une bonne presse aux OGM. Je pense que c'est une mauvaise idée. Les plantes qui produisent elles-mêmes leurs propres insecticides, là je serais un peu plus nuancé parce que cet insecticide, il est produit par un bacille, dont c'est la toxine qui s'appelle BT, du nom du bacille, BT. Et en fait, ça, c'est un insecticide bio. Vous pouvez encore l'acheter aujourd'hui, insecticide bio. C'est une poudre et les gens l'utilisent massivement en bio. Et ça passe très bien. Et là, les gens se sont dit, puisqu'on connaît le gène de BT, on va le mettre dans la plante. Et au lieu de dépendre massivement au-dessus du champ et qui va toucher un peu tous les insectes autour, etc., la plante va le produire. Et quand l'insecte prédateur, et seulement le prédateur, la pyrale du maïs, par exemple, va venir manger, hop, elle va mourir parce qu'elle consomme l'insecticide. Après, donc ça marche très bien. Et ça veut dire qu'en épandage, on met beaucoup moins d'insecticides. Alors là, c'est flagrant. Bon, par contre, on consomme un insecticide. Les études ont été faites. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'évidence qu'il est dangereux. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je préfère consommer une plante sans insecticide. Maintenant, si pour une plante donnée, on n'a pas un autre choix, c'est-à-dire que c'est soit l'insecticide épandu, soit produit, je me dis, la question se pose. Je ne vais pas la trancher parce que je n'en suis pas capable, mais la question se pose. Merci pour cette honnêteté scientifique. Alors maintenant, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on parle, ce dont on parle le plus aujourd'hui, c'est-à-dire la technique CRISPR, Cas9, Ouais. voilà. Bon, c'est la technique la plus nouvelle et c'est à la fois la plus prometteuse, mais en même temps, c'est aussi celle qui suscite peut-être le plus d'interrogations, comme toute chose nouvelle. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer ce que c'est que cette technique des guides et des ciseaux? Alors, si tu me permets, je vais faire deux petits détours parce qu'il me semble nécessaire. Avant de parler, parce que là, si on glisse sur CRISPR-Cas9, on va parler un peu de futur possible, etc. Et avant ça, je pense qu'il faut quand même un peu décrire le tableau actuel que tu as effleuré au début, mais les plantes, ce sont des organismes qui ne bougent pas. Ils ont une sensibilité extrême à l'environnement. Quand l'environnement change, les plantes ne se comportent pas pareil. La température ambiante a un effet énorme sur les plantes, énorme. L'absence de froid de l'hiver a un effet énorme. La sécheresse aussi. Donc les plantes sont très très sensibles à l'environnement. Le changement climatique tel qu'il se produit aujourd'hui va avoir des effets, il a déjà commencé, il va avoir des effets massifs sur l'agriculture. Donc l'agriculture, on lui demande de continuer à produire alors qu'il y a un changement climatique, d'enlever les intrants, c'est-à-dire de mettre moins d'engrais, moins d'insecticides. C'est une demande légitime sociétale.
On lui demande d'émettre le moins possible de gaz à effet de serre. Et on lui demande aussi, si possible, d'aider à fixer du gaz à effet de serre, parce que les plantes, c'est les premières fixatrices de CO2 sous forme de bois, etc. Donc, ce qu'on demande à l'agriculture aujourd'hui, continuer à produire à des prix raisonnables pour le producteur, pour le consommateur, dans un contexte changeant où les plantes vont réagir complètement différemment, c'est quelque chose de... Moi, je vois ça comme un tsunami. Je me dis, c'est vraiment incroyable. Alors, la deuxième détour que je veux faire, je ne pense pas du tout, de très loin, que le nouvel outil qui vient d'arriver soit la clé pour l'agriculture. Je pense que les enjeux sont tels qu'il y a des leviers beaucoup plus forts que celui-là. Notre régime alimentaire, c'est un levier gigantesque. Je veux dire, si on continue à manger du bœuf de la même façon, les gaz à effet de serre de l'agriculture, ils baisseront difficilement. Et donc, je ne dis pas, oh là là, il y a une nouvelle technologie, on continue comme avant, on mange nos burgers et juste on fait CRISPR-Cas9. Je pense que ça serait une énorme bêtise. Néanmoins, je pense que dans l'étendue, vu l'étendue des enjeux, CRISPR-Cas9, donc je vais vous parler, ça fait partie des outils. Et personnellement, je me dis, il faut bien réfléchir à est-ce qu'on peut faire des choses chouettes avec cet outil ? Est-ce qu'on peut s'en servir de façon intelligente ? Et ce n'est pas seulement un problème technique, je vais aborder les aspects techniques, c'est aussi, et je paraphrase Villani que j'ai écouté tout à l'heure, c'est aussi un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux de législation. Donc moi, je vais vous donner un premier éclairage technique, mais on pourra parler du reste et je ne l'occulte pas du tout. Donc, je vous disais, les mutations, c'est la clé pour avoir des caractères différents, une diversité, c'est la clé. Jusqu'à présent, les gens ont sélectionné des plantes, des fruits plus gros, elles fleurissent avant, elles fleurissent après. Par exemple, des tomates qui viennent d'une région équatoriale, elles ne font pas de fruits chez nous, hein. Elles sont là. Il a fallu les adapter à une latitude différente, donc on a sélectionné. Aujourd'hui, on a une connaissance en génétique moléculaire qui est énorme. On sait pourquoi la tomate d'Équateur ou de Bolivie ne fleurit pas ici. Et on sait qu'est-ce qu'il faudrait changer à cette tomate pour qu'elle fleurisse chez nous. On sait comment on passe d'une tomate qui est grosse comme ça à une tomate qui est 100 fois plus grosse. On sait, on a compris. Et ça, c'est depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, on a la connaissance. Mais également, on a un outil aujourd'hui qui a été découvert chez les bactéries qui permet d'aller introduire des mutations là où on le veut. C'est-à-dire, au lieu de se dire, j'ai une petite tomate qui pousse très bien sur un sol salé. C'est un enjeu, hein. Sol salé, c'est pas bon pour l'agriculture. Il existe dans le désert de Bolivie des tomates qui poussent très bien sur les sols salés, mais qui sont comme ça. On se dit, j'aimerais bien avoir une grosse tomate qui pousse sur un sol salé. Eh bien, au lieu de faire une mutagénèse où on va mettre 100 000 mutations et on va espérer que peut-être il y en aura une un peu plus grosse, là, on peut dire, mais moi, je connais les 2 mutations à introduire pour faire changer le diamètre de mon fruit. On les introduit avec un outil qui s'appelle CRISPR-Cas9. Donc, si je t'ai bien compris, là, on a la présence d'une mutation ciblée par rapport aux mutations. Exactement. Donc, en gros, cet outil, ce qu'il permet de faire, c'est au lieu de mettre 100 000 mutations, espérer qu'il y aura la bonne et faire le tri, il permet de choisir. Comment il marche ? Alors, en fait, j'entre pas dans le détail, mais en gros, c'est comme si on donnait un petit GPS à des ciseaux. Et on leur dit, voilà, tu vas aller te mettre là dans le génome, et là, clac, tu vas faire une petite coupure, et la plante, elle va réparer la coupure, et souvent, elle y arrive très bien, et des fois, elle n'y arrive pas très bien, clac, elle répare, et il manque un petit morceau d'ADN, et à ce moment-là, on a une mutation. Donc ça, j'imagine que vous avez déjà entendu parler peut-être le terme ciseaux moléculaires, édition des génomes. On en parle également beaucoup en domestication animale, et ce n'est pas tout à fait les mêmes considérations. On en parle beaucoup en médecine personnalisée. La drépanocytose, l'anémie falciforme, par exemple, il y a des espoirs très forts de corriger la mutation avec du CRISPR. Et donc, vous voyez, on a une technique qui est d'une puissance incroyable. Est-ce que, oui ou non, on veut l'utiliser sur des plantes ? Là, il y a des chevaux qui courent plus vite, qui ont été faits par CRISPR-Cas9, qui sont interdits dans les compétitions de polo. J'ai lu ça avant-hier. Voilà. Donc, on peut tout faire. Grand pouvoir égale grande responsabilité. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Merci. En tout cas, parmi les enjeux qu'on a, c'est-à-dire avoir des plantes qui sont adaptées au changement climatique, on peut se demander est-ce que les connaissances actuelles pourraient nous aider de façon ciblée à créer ces plantes-là. Et je ne dis pas que c'est facile.
mais il y a des espoirs. L'exemple le plus frappant, c'est la résistance aux maladies, puisqu'en général, si on met des insecticides, très souvent, c'est pas parce que l'insecte il mange la plante, c'est parce que l'insecte il transmet des virus à la plante et que le virus va nous lessiver la plupart des plantes. Et donc on tue les insectes avec des insecticides. Eh bien, il existe chez la plante des gènes qu'on appelle de sensibilité au virus, c'est des portes d'entrée. Ça existe pour les bactéries, pour les champignons. Si vous enlevez cette espèce de porte d'entrée, la plante devient résistante à la maladie. Et dans la nature, il y en a plein des plantes comme ça. Sauf que ce n'est pas forcément les plantes cultivées. Donc, une des façons, c'est d'aller mettre des mutations grâce à CRISPR-Cas9 dans ces portes d'entrée et de créer des plantes qui résistent naturellement aux maladies. C'est-à-dire que la mutation n'a pas été introduite naturellement, mais après, on ne rajoute rien à son champ. Je ne dis pas que c'est simple. Là, j'ai fait une description un peu idyllique et caricaturale, mais cette possibilité, ça a été publié de nombreuses fois chez la pomme de terre, chez la tomate, résistance à l'oïdium, résistance au mildiou, tout ça, ça se fait. Et adieu la bouillie bordelaise, hein, qui est autorisée en bio, mais qui est quand même pas terrible du tout. Hein. Bon, c'est jamais que du sulfate de cuivre. C'est jamais que du sulfate de cuivre. On est bien d'accord. Bon. Comme une des questions qui se pose, même lorsqu'on sent que derrière ces techniques, comme tu as dit, il y a pouvoir et responsabilité. Donc, quand il y a grand pouvoir, il y a grande responsabilité. Hein, je pense que c'est ce qui est derrière ta réflexion. Et tout ça, ça peut être mis en œuvre dans le cas d'un système capitaliste où vous savez très bien que ça peut être les gros semenciers qui décident ou les recherches de profit à court terme. Oui. Donc, comment tu imagines un mode de fonctionnement économique qui permette à cet outil d'être réellement au service du consommateur et pas trop au service du profit? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des COV, comment tu vois les choses? Alors, je reviens un instant sur les plantes transgéniques. Les plantes transgéniques, donc, elles sont régulées très sévèrement, elles sont interdites en Europe. Mettre au point une nouvelle plante transgénique, ça prend une bonne dizaine d'années et ça coûte en moyenne 100 à 150 millions d'euros. Donc, inutile de vous dire qu'une PME, et on a une centaine de PME en France qui font des semences, une PME, elle ne va pas s'attaquer à faire une plante transgénique parce que c'est beaucoup trop cher. La technologie CRISPR-Cas9, aujourd'hui, on a le choix. Soit on la régule aussi méchamment qu'une plante transgénique, et ça va coûter très cher, ça va être réservé aux grosses sociétés et aux plantes de très grande culture, soit on décide de la traiter comme une mutagénèse, peut-être une OGM non régulée, et auquel cas, c'est une technique qui est assez simple, elle va devenir accessible à un très grand nombre de gens, et donc à un très grand nombre d'espèces pour des choses un peu de niche, etc. Donc ça existe. Le brevet sur le vivant. En Europe, on est différent des autres pays du monde. On est différent. On a le certificat d'obtention végétale, le COV. Le COV, ce n'est pas un brevet. Il donne des droits et des devoirs, mais ce n'est pas un brevet. En Europe, on s'interdit de breveter les plantes. Le vivant. Ou peut-être le vivant en général, en tout cas les plantes. Donc ça, c'est un sujet qui est en discussion en ce moment, hein, dans les différentes instances de la communauté européenne, c'est un sujet en discussion. Moi, je suis un fervent défenseur de ce modèle-là, du COV. Le COV, il permet au fermier de ressemer une partie de sa récolte. Il lui donne l'autorisation. On ne va pas le punir, lui mettre une amende parce qu'il a gardé une partie de sa récolte et qu'il a ressemé. Le COV, il permet ça. S'il le fait en quantité très forte, alors il va devoir payer un droit de redevance, mais si c'est un petit fermier, c'est pas grave. Et il permet aussi de récupérer cette semence-là et de la mettre dans un nouveau schéma de sélection pour aller encore l'améliorer. Donc ce n'est pas une chasse gardée. Et en Europe, pour l'instant, on privilégie le COV et on s'interdit les brevets. C'est en discussion. C'est-à-dire que je crois que les Polonais ont proposé qu'on brevette les plantes CRISPR. Moi, je pense que ça serait une bêtise vraiment énorme. Et là encore, le parallèle avec l'IA, il est évident. Puisque on embête les grands de l'IA, là, on embête Google avec des lois européennes qui leur font très peur, où on essaie de mettre des restrictions. Et on dit, non, l'Europe, on n'est pas obligé d'adopter les règles du monde entier. Après tout, on est 450 millions de personnes, on pèse lourd, on peut imposer nos règles. Moi, mon avis personnel, c'est que pour ces plantes-là, il faut avoir le courage d'imposer des règles européennes qui interdisent les brevets sur ces plantes et qui permettent de conserver le privilège du fermier, la réintroduction dans les schémas d'amélioration. Mais il ne faut pas être non plus complètement idéaliste, quoi. Enfin, ici, on peut sans doute se permettre d'être idéaliste.
Non, Mais non, nous sommes des idéalistes réalistes. Allez, alors, pour le côté réaliste, on est obligé de rétribuer l'inventeur, parce que sinon, il n'y a plus d'inventeur. Donc, quand même, il faut que l'inventeur d'une nouvelle plante CRISPR-Cas9 s'y retrouve un peu, qu'il amortisse ses investissements, et donc il faut évidemment qu'il y ait une façon de rendre de l'argent à l'inventeur. Par exemple, le blé, l'exemple du blé, il est typique parce que le blé, les gens ressèment une partie de leur récolte, donc ils ne sont pas obligés de racheter du blé chaque année aux semenciers. Néanmoins, ils donnent un peu d'argent aux semenciers et au bout de 4-5 ans, hop, ils rachètent des semences parce que les rendements ont tellement augmenté, les propriétés du blé ont tellement changé qu'en fait, c'est un système vertueux dans la mesure où il y a un peu d'argent qui revient à des gens qui font progresser la semence. Eh bien, moi, je dirais que idéalement, sur ces plantes-là, celles qu'on a le pouvoir d'inventer aujourd'hui, ça serait bien qu'on puisse être dans une dynamique comme ça où on rétribue l'inventeur, mais on ne brevette pas et on légifère de façon assez souple pour donner accès à cette technologie au maximum d'entreprises de toutes les tailles et peut-être en partenariat avec les grands organismes français, je pense à l'INRAE évidemment, mais le CNRS aussi. Ça, je pense que c'est intéressant que tu mettes en avant la piste d'une coopération entre des organismes publics et là, des organismes privés, avec là, au fond, la régulation, elle est assurée avec... on l'attendait plus tôt, mais je sens que je ne vais pas perdre de public. Là. On est bien content qu'elle arrive plus tard. Là, maintenant, que vous soyez intéressé ou pas, vous allez rester. Hein. Bon, mais non, vous allez rester parce que vous êtes intéressé. Bon, puis... du coup, à sortir des bêtises, je finis par perdre le fil. Les organismes publics. Oui, les organismes publics. Comment tu vois cette possibilité de coopération et de régulation par des organismes publics et une intervention citoyenne? Alors, les organismes publics, dans nos labos, la technologie CRISPR-Cas9, là, on l'utilise tous les jours. Moi, je dis toujours, vous me donnez un étudiant en master et 3 mois après, il aura une plante CRISPR-Cas9. Alors, attention, pas n'importe quelle plante, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais c'est assez facile. Donc, on a dans nos labos la capacité à l'enseigner aux gens, etc. Je pense qu'il y a un point qui est absolument essentiel. C'est que jusqu'à présent, on a régulé la méthode d'obtention. Et ça, je dois absolument dire un mot là-dessus. Les lois européennes ont été faites en régulant la méthode d'obtention et sans s'intéresser à qu'est-ce qu'on en fait. Pour moi, une plante qui résiste à un herbicide, c'est pas l'équivalent d'une plante qui résiste à une maladie. C'est pas l'équivalent d'une plante qui résiste mieux à la chaleur, par exemple. Et donc, moi, je pense que le citoyen, il devrait intervenir aussi en donnant son avis, en disant, voilà, cette technologie, enfin, il dit ce qu'il veut, mais je veux dire, moi, je pense cette technologie, il n'y a pas de raison de la bannir en tant que technologie, mais il y a des raisons de juger qu'est-ce qu'on en fait. Et de se dire, après tout, la loi européenne, elle pourrait être là à faire du cas par cas, et dire, ben non, telle plante, c'est plus de pesticides, on n'en veut pas. Vous l'avez créée, non, avant même de la créer, non. Si vous la créez, on ne l'autorisera pas, donc ne la faites pas. Par contre, cette autre plante qui résiste aux maladies, qui économise du pesticide, qui économise de l'engrais ou des intrants, alors ça, c'est une bonne idée. Et là, je pense que le citoyen, encore une fois, c'est un peu idéaliste, mais le citoyen peut peser en disant, qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui l'est moins, et avoir une pression sur non seulement l'agriculture, mais aussi la production des semences, de sorte qu'on invente des plantes qu'on considère vertueuses, mais qu'on n'invente pas celles qui vont de nouveau consommer des produits chimiques ajoutés, etc. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même qu'il y ait maintenant une place au débat. Okay. Et à partir des questions que vous posez, naturellement, François Parcy s'efforcera de répondre. Mais ce que je pense déjà, pour moi, il y a quand même avant que je vous donne la parole, pour moi, il y a 2 choses qui ressortent très fort. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas de nature pure sans intervention de l'homme. Ça, c'est une vision complètement idéalisée de ce qu'est la nature. Le problème, c'est comment intervient l'homme sur la nature et qu'est-ce qu'il en fait. Donc, ne cherchons pas à revenir à un passé idéalisé, mais cherchons à utiliser des outils du présent pour qu'il y ait à la fois respect de la nature, mais en même temps respect des besoins humains. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et le deuxième point que tu as bien dégagé, me semble-t-il, c'est que ne pas avoir de position dogmatique, mais se dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec cet outil, qu'est-ce qui peut éventuellement être fait de mal. Or,
on a parfois la solution, la pseudo-solution de facilité, de se dire, puisque cet outil peut faire du mal, il ne faut pas que cet outil soit mis au point. Et ça, je pense que ça serait négatif. Tu l'as dit avec courage, mais Non, mais je partage ça. Je partage le fait qu'un un procédé n'a pas vraiment à être jugé. Il faut juger sur pièce, sur qu'est-ce qu'on peut en faire. Si ça peut nous servir, si ça peut éviter des épandages de pesticides, si ça peut aider nos plantes à s'adapter à la température croissante, etc. Moi, je trouve que ça serait dommage de ne pas l'utiliser, mais le politique a son rôle à jouer, il est crucial. On ne peut pas le juger du simple point de vue technique du généticien, il faut absolument cette couche sociétale. D'où l'intervention, pas que des scientifiques, mais aussi des politiques, d'où la nécessité d'avoir des citoyens qui comprennent les enjeux et qui voient clair. Alors maintenant, place à des questions venant de la salle, s'il vous plaît, allez-y. Je ne vois pas de main qui se lève. Monsieur là-bas au fond. Ah, monsieur Bonjour, là-bas. merci. J'avais juste une question sur la technologie CRISPR-Cas9 dont vous avez fait question. Vous avez fait état. Comment s'assurer, en fait, une fois qu'on a modifié une plante et qu'on la cultive, que les gènes qui ont été modifiés, qui ont été introduits, qui sont bénéfiques pour cette plante, ne finissent pas dans d'autres plantes et se répandent en fait dans la nature et finalement dérèglent un équilibre déjà assez précaire et impacté par le dérèglement climatique et autres. Oui. Tu veux pas t'avancer pendant ce temps-là François commencera. Non, on t'entend Okay. pas là, on t'entend pas. Faut que tu te déplaces. Mais on va commencer à répondre à la question de monsieur. En fait, cette question, elle n'est pas du tout spécifique aux plantes CRISPR-Cas9. Ça fait 10 000 ans qu'on sélectionne des plantes qui ont des mutations avantageuses pour l'homme et qui ont la possibilité depuis 10 000 ans de se croiser dans la nature. Donc en fait, ça ne fait aucune différence que les mutations aient été introduites par CRISPR-Cas9, par mutagénèse, par croisement interspécifique ou apparues par le soleil. Ça ne fait aucune différence. Pour moi, cette question, il n'y a même pas à se la poser puisque les mutations sont là depuis longtemps et peut-être que le colza va donner certains de ses pollens à une mauvaise herbe, la ravenelle, peut-être. Mais c'est des mutations comme les autres. Alors, je reprends la question. Si on fait une carotte domestique et qu'elle donne ses gènes à la carotte sauvage et que la carotte sauvage devient invasive, eh bien, se poser cette question, je suis désolé, je vais vous charrier un peu, c'est comme dire, j'ai fait mon caniche et là, j'en ai vraiment peur, il va devenir invasif, il va remplir les forêts équatoriennes. C'est la même chose parce que nos plantes cultivées, ce sont des caniches. Ce sont des plantes qui ne sont pas adaptées à la nature. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu un jardin, mais cultivez des pommes de terre, cultivez des aubergines, tout ce que vous voulez. Vous allez voir les insectes qui vont les dévorer, qui n'attaquent pas les plantes dans la nature. Donc en fait, si elles passent leurs gènes, ça va être contre-sélectionné par la nature. Justement parce que notre sélection à nous, elle est dans l'autre sens. Elle est dans l'autre sens. Elle est dans le contexte du champ. Donc très honnêtement, je pense qu'on a 10 000 ans d'expérience là-dessus et qu'une mutation CRISPR ou une mutation, voilà, c'est pareil. Mais merci d'avoir posé cette question parce que je l'ai tout le temps, cette question. Hein. Je l'ai tout le temps. Bien sûr. Pourquoi ça ne va pas devenir invasif ? Eh bien, des plantes cultivées invasives, ça n'existe pas. C'est juste ça n'existe pas. Des plantes sauvages invasives, alors là, oui, on peut faire la liste. Mais cultivées, ça ne marche pas. Où est-ce qu'il y a une deuxième Oui, c'est ici. Merci beaucoup pour le sujet apporté. Il est hyper intéressant et je pense qu'on a tous découvert un truc hyper intéressant vis-à-vis du CRISPR-Cas9. La question que j'avais, c'était à quelle échelle il est applicable ? Est-ce que ça va être les grandes entreprises qui vont remettre ça et refaire une sélection beaucoup plus poussée et productive ? Et à ce moment-là, est-ce qu'on aura aussi des normes en face, comme des Nutri-Score vis-à-vis des nutriments qu'elles vont pouvoir apporter, ces tomates par exemple ? Ou ça va être juste des produits qui vont faire... quelle est la visée et comment est-ce qu'elle peut être encadrée ? Merci pour la question. Pour l'instant, en Europe, on en est à réfléchir comment il faut les encadrer. On est dans ce débat. Et donc, ça a été porté au niveau européen. Et donc, on n'a pas encore la réponse. Je vous le dis, moi, je plaide pour qu'on juge du produit final et qu'on dise, voilà, j'ai pris une tomate qui avait telle caractéristique et je rajoute un gène de résistance à une maladie. Elle ne perd pas ses qualités nutritives, simplement, elle résiste. Ok, ça va. Là, je fais une nouvelle tomate, si je lui mets du glyphosate sur la tête, elle ne meurt pas. Ben non, peut-être ça ne va pas. Et les grandes compagnies qu'on connaît tous, elles sont déjà armées pour faire la technologie CRISPR-Cas9. Les petites PME, elles ne sont pas toutes armées.
Et donc, on peut aussi travailler sur armer, je dis au sens méthodologique, hein, juste avoir la... Voilà. En termes de matériel, non mais en termes de matériel, c'est savoir faire de la biologie moléculaire, c'est-à-dire couper des ADN et les recoller entre eux. Et ça, c'est pas difficile. Les mettre dans une bactérie, et ensuite la bactérie va transmettre cet ADN à la plante. C'est la transgénèse. Et ensuite, la mutation va se faire. Donc je vous dis, la technologie CRISPR-Cas9, elle est infiniment plus simple que la transgénèse, et surtout, on vise un endroit donné. Le transgène, on ne sait pas où il va, il se met quelque part. La mutation, on sait où elle va. Et donc, il y a des réflexions au niveau européen sur qu'est-ce qui est acceptable en termes de nombre de mutations, etc., qui, à mon goût, n'ont aucun sens, mais qui sont en train d'être menées pour pouvoir donner un cadre à ces nouvelles plantes. Sur les animaux, j'y connais rien. Voilà, j'ai lu sur le cheval qui est interdit au polo et qui court plus vite parce qu'on lui a fait un CRISPR-Cas9. Vous savez, les vaches culardes, les blancs-bleus belges qui ont des fesses gigantesques, que je trouve monstrueux, personnellement, je trouve ça dénaturant pour l'animal. Ça, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Il y a des chiens qui ont été faits comme ça, etc. On peut faire ça. Moi, faire une plante tordue, une plante qui a plus de pistils, je m'en fous. Faire un animal qui a des fesses énormes qui va courir plus vite, la question éthique, pour moi, elle n'est pas du tout la même. Il faudrait encore une fois réfléchir au cas par cas. Et cet animal, plus il est mammifère, proche de l'humain, plus ça pose de questions. Quand on fait des bactéries transgéniques, et vous buvez tous de la bière avec des bactéries qui sont transgéniques, tout le monde s'en fout, c'est une bactérie, quoi. Mademoiselle ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour l'accès aux semences après ? Parce que pour faire des semences OGM, il y a forcément quelqu'un qui va faire des gros investissements, qui va vouloir après un retour sur investissement, et ça va être sur des grosses entreprises, alors qu'il y a déjà une centralisation énorme de la production de semences dans le monde. Alors que justement, peut-être que pour plus de résilience des systèmes de production agricole et alimentaire, il faudrait plutôt chercher à faire des semences plus paysannes. La question des semences, elle est absolument clé, l'accès aux semences. Alors je vais vous donner un autre exemple de ce qu'on peut faire avec CRISPR-Cas9 qui pour moi est assez remarquable. Vous savez sans doute qu'une des raisons pour laquelle les semenciers arrivent à gagner leur vie, c'est parce qu'ils font des semences hybrides. Ils prennent deux parents très différents, une première génération, et cette première génération, elle a des propriétés extraordinaires. Elle est beaucoup plus vigoureuse en termes de taille, de résistance aux maladies, etc. Ça, on le fait pour la plupart de ce qu'on consomme, parce que c'est un avantage à la fois pour le semencier qui gagne de l'argent et un avantage pour le paysan qui gagne de la productivité. Mais ça crée une dépendance. C'est-à-dire que ça s'appelle les hybrides F1, et la vigueur hybride, c'est un gros avantage, mais ça se paye. Aujourd'hui, et ça a été fait plusieurs fois, ça ne marche pas encore parfaitement, mais ça marche déjà bien, grâce à CRISPR-Cas9, on peut fixer la vigueur hybride. C'est-à-dire que un paysan, il va acheter une fois ses semences et il va garder une partie de sa semence sans avoir besoin de racheter. Il va pouvoir la ressemer. La semaine dernière, cette semaine, il y avait un article dans le journal Nature qui expliquait qu'on commençait à fixer la vigueur hybride sur des tas de plantes différentes et que ces semences-là, si on les donne à un paysan, quel que soit l'endroit du monde, quelles que soient ses finances à lui, il va pouvoir avoir une super récolte, garder une partie de la récolte et la ressemer par lui-même. Et on sait que la législation ne s'applique pas pareil partout. Les grandes compagnies, elles ne vont pas forcément courir après les paysans africains parce qu'ils ont ressemé une partie de leur récolte dans leur petit champ. Et donc, on peut imaginer que ça soit un gain collectif, quoi. Que ça soit un gain pour des gens qui n'ont pas les moyens, ne serait-ce que d'acheter des hybrides F1. Encore une fois, je rêve un peu en disant ça, parce que je sais très bien que les gens qui vont inventer, ils vont vouloir se payer. Et si on ne les paye pas, ils n'inventeront pas. Donc, il faut quand même qu'il y ait un retour sur investissement. Mais il y a un espoir réel de dissémination de semences sans avoir à repasser par le semencier. Et ça, c'est pour moi une libération du paysan. C'est vraiment ça pourrait être quelque chose de super. Je ne vous ai pas oublié, mais avant que je vous donne la parole, une question supplémentaire. Dans ton ouvrage, tu développes l'idée d'une conjonction d'interventions techniques en parlant de, par exemple, utiliser de façon corrélée l'agroécologie et justement la technique CRISPR. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Parce que ça me semble intéressant. Tu as déjà dit, ce n'est pas la technique miracle.
Mais ce qui est intéressant de voir si c'est couplé à d'autres techniques, sans que ça devienne le miracle, ça devient encore d'autant plus intéressant. Donc l'agroécologie, ça revient à profiter de la complémentarité des plantes qui s'exercent dans la nature et qui ne s'exercent pas dans le champ. Et donc l'idée, c'est on va mettre une plante qui fixe de l'azote, comme le haricot, en même temps que du maïs, et elles vont se complémenter l'un l'autre, elles vont être plus résistantes aux maladies, moins d'engrais, etc. Ça, c'est l'agroécologie. C'est très à la mode parce qu'il y a le mot écologie, mais je peux vous dire que quand on est paysan, c'est pas facile à mettre en œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs de maïs mélangés aux haricots, c'est pas facile. Il faut arriver à tout récolter, etc. Il y a des problèmes que ça pose. Il y a des plantes qui ne sont pas faites pour pousser ensemble. Il y a des plantes qui, dans leurs exudats racinaires, elles ont des molécules qui vont empêcher les autres de pousser, parce que c'est la sélection naturelle. Eh bien, j'ai des collègues à Versailles qui ont publié un article pour expliquer qu'on pouvait combiner des avancées de CRISPR-Cas9 pour faire des plantes mieux adaptées à l'agroécologie. C'est-à-dire des plantes qui vont pouvoir vivre ensemble et se bénéficier les unes des autres parce qu'on aura par exemple coupé ces substances toxiques issues des racines ou qu'on aura modifié le moment de la floraison de façon à synchroniser la récolte d'une céréale avec une autre plante et tout récolter en même temps plutôt que d'avoir une plante mûre et une plante pas mûre et d'être incapable de récolter les deux graines en même temps. Donc là encore, je vends une part de rêve, je l'assume et j'en suis conscient, mais CRISPR-Cas9 peut aussi apporter à l'agroécologie qui est vue de façon quand même assez massive comme quelque chose de vertueux, mais dur à mettre en œuvre. Si on disait aux paysans aujourd'hui, allez, vous passez tous en agroécologie, je peux vous dire que le prix de vos pâtes, là, il serait multiplié par 10. Il ne faut pas croire que ça sera les mêmes rendements. Hein. C'est difficile. C'est vertueux, c'est pas facile. Alors, deux dernières questions, monsieur et monsieur. D'accord, donc c'est les deux dernières, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais juste, quand vous parliez de la distinction entre le progrès technique, donc en parlant de CRISPR-Cas9, et ce qu'on en faisait socialement, et vous aviez l'air de louer toujours le progrès technique. Moi, je me permettrais d'apporter, je pense, une petite nuance. Lorsqu'on parle, par exemple, de réchauffement climatique et de la possibilité de développer des plantes, effectivement, qui, avec la transgénèse, vont pouvoir mieux s'adapter aux conditions environnementales à venir, je pense qu'il faut quand même toujours garder en tête que pour certaines personnes, la possibilité d'existence de ces technologies-là vont occulter le fait de prendre en charge le problème à la source. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire parce que grâce à la technologie, on va pouvoir développer des plantes qui vont mieux résister aux températures extrêmes, aux conditions climatiques difficiles, que en fait, il ne faudrait pas que ça occulte le problème à la base, qui est un problème qui est beaucoup plus primaire et qui malheureusement, quand on parle de géo-ingénierie par exemple, quand on parle de réchauffement climatique et qu'on dit la technologie, il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent sur ce créneau-là en pensant que, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le développement de ce genre de technologie-là. Mais pour moi, du coup, l'existence de ce progrès technique-là, il n'est pas forcément neutre. La possibilité de pouvoir améliorer nos conditions qui ont été causées par c'est anthropique. Faut pas qu'on oublie que à la base, ce problème-là, il est causé par nous. Il faudrait pas que le solutionnisme technologique nous empêche derrière de penser à ce qui induit la situation dans laquelle on est. Voilà, c'est juste une petite remarque. Là, je me permets de donner une réponse, si tu veux bien. Je pense que juste avant cette conférence, on a fait venir Valérie Masson-Delmotte. On est bien d'accord. Elle a insisté sur la nécessité, en effet, de prendre des mesures pour freiner le réchauffement climatique. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une optique de technosolutionnisme en disant on s'en fiche et on trouvera toujours la solution technique. Oui, je suis d'accord avec vous. On est bien d'accord. Mais il ne s'agit pas non plus de se dire toute nouvelle technique est porteuse d'un asservissement au capital, pour parler de façon crue. Le problème, c'est qui maîtrise les outils, qui en décide l'utilisation. Je crois que c'est ça le problème politique de fond. En tout cas, moi, en tant que communiste, c'est ce que je ressens. Donc, à chaque fois, réfléchir à danger éventuel et potentialité. Et au nom du danger, ne pas oublier la potentialité. Et au nom de la potentialité, ne pas oublier le danger. Il vaut mieux, excuse-moi, que je donne la parole à monsieur qui l'a demandé. Juste pour dire que tu étais d'accord. Bon. Alors, je me demande pourquoi tu n'as pas encore adhéré au Parti communiste. Bon, alors... Non, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça que, vous avez vu, quand il m'a dit de décrire Christophe Cas9, j'ai pris le temps de faire un détour en disant ce n'est pas la solution. Ça peut nous aider un peu, mais ce n'est pas la solution. C'est super important de dire ça. Je peux vous citer un exemple que, personnellement, qui m'effraie, qui est aussi publié la semaine dernière dans le journal Cell,
une équipe chinoise a modifié les fleurs pour les ouvrir plus, de façon à ne plus nécessiter d'insectes et à pouvoir les polliniser par robot. Ok ? Vous avez vu l'épisode de Black Mirror sur ce sujet. Donc, il y a des gens qui vont à fond dans ce sens-là, qui se disent « Ah ben maintenant, on n'a même plus besoin d'insectes, on ouvre les fleurs, les robots. » Mais non, quoi. Notre premier rôle, c'est de lutter contre le réchauffement. C'est notre premier rôle. Mais en même temps, on a une nécessité à manger à des prix raisonnables. Et donc, voilà. Mais merci de votre intervention. Il fallait absolument le dire. Qui est-ce qui avait une question ? C'était là. Oui, la dernière. Ouais, bonjour. Moi, je voulais parler, en fait, vous avez parlé un peu dans le prolongement de ce que disait monsieur. Oui, pardon. Vous avez parlé, en fait, de l'évolution et de l'adaptation des plantes pour demain au changement climatique. Et en fait, là, on parle d'une stratégie qui est celle de la technologie et de CRISPR-Cas9, qui va aussi dans un sens de, comment dire, pas amoindrissement, mais filtrage du génome, et qui va vers un entonnoir, donc des génomes beaucoup plus restreints, qui vont être monospécifiques et adaptés, très spécifiques à, par exemple, un endroit, un territoire. Il y a aussi d'autres stratégies qui vont être peut-être vers des populations dynamiques de plantes qui ont un génome plus diversifié et qui pourraient aussi s'adapter donc avec une plasticité plus grande du génome pour s'adapter à différents territoires, différents changements climatiques, aléas, parce qu'on va aussi avoir beaucoup d'aléas dans l'agriculture demain, pas forcément quelque chose de très monocorde. Donc, est-ce que cette stratégie est une autre stratégie ? Est-ce qu'elles peuvent s'allier ensemble ou est-ce que Alors, encore une fois, merci de la question. Si ça prend 13 ans et que ça coûte 130 millions d'euros de créer une OGM, ça sera juste et c'est ce qui a eu lieu jusqu'à présent, on fera quelques plantes de grande culture. Si c'est facile et qu'on peut le répéter sur des tas de variétés, on va pouvoir faire des variétés CRISPR niches, adaptées à certains terrains, à certains endroits. Et la biodiversité des plantes cultivées, elle va y gagner énormément. Et donc, moi, je milite en disant, mais rendons-le assez facile pour justement ne pas le réserver à certaines sociétés, à certaines cultures et à certains territoires, mais justement pour qu'on remette dans l'agriculture une grande biodiversité avec la petite touche CRISPR chez tout le monde. Et donc, je pense exactement le contraire. Je pense que selon notre législation, on va pouvoir l'ouvrir et créer. Et j'ai un de mes collègues qui, dans ce même article que je citais, il disait c'est comme l'impression avec Gutenberg. D'un coup, on a inondé de tous les livres différents. Et lui, il disait on va pouvoir inonder beaucoup plus de semences adaptées à des territoires et à des gens, à des conditions très différentes. Là encore, j'assume une part de naïveté et de rêve, mais j'y crois vraiment. Et merci pour cette question. Merci pour votre écoute. Alors donc... Je ne saurais interrompre de tels applaudissements. Donc, si vous voulez poursuivre la réflexion sur les sujets qu'a développé François Parcy, il y a donc son ouvrage. Je n'en ai plus que 8 de disponibles. Nous n'en avons plus que 8 disponibles. Donc ça, c'est la première étape. Achetez ce bouquin à 18 € sur la table auprès de Pierre. Première étape. Deuxième étape, vous qui avez pris plaisir à ce débat, je pense qu'on voit que c'est des sujets pas simples, c'est des sujets complexes, et en même temps, c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir vite et agir vite. Donc, réfléchir vite et agir vite, je dirais, faites circuler l'ensemble de ce que vous avez retenu de cet échange auprès de vos entourages. Parce que l'éducation populaire, ça peut être fait par des experts du sujet, mais ça peut aussi être fait partiellement. Moi, je ne suis pas expert non plus, et vous n'êtes pas devenu expert, mais ça peut être fait aussi par nous tous à partir de ce qu'on a compris. Et troisième élément, si cette façon rationnelle d'aborder les choses, de les mettre en débat, vous plaît, eh bien, vous pouvez prolonger ce genre de façon de faire au-delà de ce qui concerne les plantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, mais pour la société d'aujourd'hui et de demain, se battre, et donc vous avez la possibilité d'adhérer au PCF. Allez.